Salut tout le monde. Bon, je ne sais pas si la qualité de cette vidéo sera bonne. Je vous fais ça un peu à l'arrache. J'ai pas de micro, je suis pas chez moi, je suis à Kazan. J'attends mes visiteurs là qui ont eu des problèmes avec l'avion. Je suis dans une immense pièce, donc ça résonne peut-être un peu. Je sais pas, mais enfin bon, on verra si ça donne quelque chose. Je viens à l'instant d'avoir l'idée de cette vidéo parce que ce matin vous a été mis en ligne la vidéo sur les héros de l'Union soviétique dont j'ai retracé un peu l'histoire. Et quelqu'un m'a écrit tous les Russes ayant combattu les nazis sont des héros. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit il faut que je leur parle du grand-père d'Elena. Alors, ça va pas être une vidéo très longue parce que je vais vous raconter ce que je sais. Il y a peut-être des choses que je sais pas, mais en tout cas, je sais pas mal de trucs. Parce que j'ai beaucoup demandé à Elena ce qu'elle savait, et puis à sa fille, la maman d'Elena, quoi, de qu'est-ce qu'elle savait. Et au travers de lui, je voudrais vous faire toucher un petit peu ce que c'était que la guerre pour les soldats russes, les soldats soviétiques. Comment j'ai pas les détails, mais je peux vous dire ce qu'il a fait, et enfin à peu près ce qu'il a fait. Et vous allez voir qu'ils étaient, comment dire, ils étaient vraiment dévoués à leur pays, très patriotes. De toute façon, ça se sent même aujourd'hui que les jeunes, même les gens, peu importe quel âge ils sont patriotes en mémoire de tous ces gens-là aussi, et des gens d'avant, parce que les Russes ont toujours été patriotes, toujours aimé leur terre, leur pays, tout. Enfin bon, bref. Donc, le grand-père d'Elena est parti à la guerre en 41, je crois. Il était dans l'infanterie. Euh, alors, tout ce qu'il a fait jusqu'à la fin de la guerre, on ne sait pas trop. Bon, il a participé à des batailles, évidemment. Il a participé à certaines choses dont il n'a peut-être pas parlé, parce que souvent, vous savez, des gens comme ça qui reviennent de la guerre, qui pensent qu'ils vont embêter les gens s'ils racontent leurs histoires. Et il y a des jeunes gens qui sont, pour moi, qui sont vraiment désagréables. Je n'arrive pas à comprendre des jeunes qui disent à leur grand-père, qui leur répète pour la 50e fois la même histoire, peut-être, c'est bon, tu nous l'as déjà raconté, ça va. Non, s'il veut la raconter 50 fois, il la raconte 50 fois. Et il faut l'écouter. Euh, Bref, ici c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime vivre ici. Donc le grand-père d'Elena est parti à la guerre. Pendant toute la période jusqu'à la fin de la guerre, je sais pas trop. On sait pas trop. Euh, En tant que fantassin, vous imaginez, hein, aller par là, aller à gauche, aller à droite, en camion, attaquer les Allemands, etc. Bon, bref, une vie de soldat de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et là où ça devient un petit peu intéressant, enfin un petit peu intéressant, ce qui est avant c'est intéressant aussi, mais ou ce que je sais du moins, c'est qu'en 1945, quand tout le monde rentrait à la maison, 45, 40, oui, 45, fin 45, à peu près, et ben lui il n'est pas rentré. Donc en fait, sa femme a demandé où il est, personne ne savait. Bon, elle s'est dit, bon, il est mort, il a disparu, on ne sait pas où est son corps. Voilà. Et tout le monde pleure, et tout le monde est triste. Mais ils lui font pas de tombe. Ils espèrent toujours. Et fin 46, le voilà qui revient. Il arrive à la maison, comme si de rien n'était en fait, alors qu'il était parti depuis 41. Et pourquoi il est revenu que fin 46? Parce que à la fin de la guerre, il y a eu une période où les Russes ont envoyé beaucoup de soldats à la frontière du Japon, donc sur les côtes, hein, la frontière du Japon, parce qu'ils pensaient que devant l'avancée américaine, les Japonais allaient bouffer un morceau de la Russie, donc ils ont envoyé plein de soldats là-bas. Mais comme c'était secret, ils n'en ont parlé à personne. Donc personne n'était au courant de ça, dans les journaux, dans tout ça. Donc, tout le monde pensait que la guerre était finie, mais en fait, elle n'était pas.
Donc en fait, il était là-bas. Et il est revenu, donc en fin 46, et il avait la tuberculose. Alors, ça aussi, je veux vous faire toucher du doigt un petit peu comment les gens étaient avant, et sont un petit peu encore maintenant, parce que je vois toujours des choses comme ça. Il est resté très peu à la maison, et puis au bout d'un moment, il a dit à sa femme, je prends mes affaires, je pars vivre dans la forêt pour me soigner. Donc il a pris son baluchon, il est parti loin dans la forêt, assez loin, pas très loin, mais assez loin. Sa femme savait où, parce que je pense que c'était une cabane de chasseurs ou un truc comme ça où il a dû aller. Et là, il a mangé de la graisse de castor, donc il les a chassés évidemment, et puis bah, il a fait tout pour manger, hein, pêcher, chasser, tout ça. Il était très fort là-dedans, hein. Moi j'ai des photos de lui assez vieux, où il a son chien, son fusil, il est devant la maison, et il part à la chasse. Voilà. On a une photo de lui comme ça, qui sera bientôt sur le mur de notre salle. Avec Elena, on a décidé de mettre sa famille, ses grands-parents, mes grands-parents, et faire divers cadres et les mettre sur le mur. Donc voilà, et il a mangé de la graisse de castor et il a bu de l'urine de raton laveur. Alors si vous avez la tuberculose un jour, eh ben, je vous souhaite bon courage pour faire la même chose que lui, mais ça marche, parce qu'il est revenu, il n'avait plus rien. Il n'avait plus du tout la tuberculose. Il n'a pas pris de médicaments, il n'a pas pris de ça. Alors de temps en temps, sa femme préparait plein de trucs, du pain, des gâteaux, des machins, des bidules, des trucs. Elle prenait un gros baluchon, elle mettait ça sur son dos et elle partait dans la forêt à pied pour aller porter à son mari ce genre de trucs. Et elle lui laissait et elle revenait. C'est beau. Voilà. Ensuite, bah, il est revenu, donc il était soigné. Et puis ça a été un grand-père extra pour Elena. C'était un monsieur qui s'asseyait devant un banc devant la maison, qui existe toujours d'ailleurs, ce petit banc. Et quand quelqu'un passait dans la rue, qui que ce soit, même s'il ne le connaissait pas, il lui disait bonjour. Donc l'autre venait lui serrer la main, parce que c'était comme ça à l'époque soviétique. Enfin, les Russes étaient comme ça, ils se serraient la main même s'ils ne se connaissaient pas. C'était pas juste bonjour, l'autre passe et puis c'est tout, c'est fini. Non, 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 il s'arrêtait pour dire bonjour, parce qu'on vous disait bonjour, donc vous alliez saluer la personne. Et là, il emmenait la personne à l'intérieur, et sa femme, toujours, avait des trucs prêts dans le four russe, comme chez moi, vous savez. Et la personne restait, puis mangeait de la soupe, ou des gâteaux, et buvait un thé, et tout ça, et après repartait. Voilà. Il pouvait pas il pouvait pas rester devant la maison, quelqu'un passait et ne pas l'inviter à manger. Voilà. C'est pour ça que, bon, la famille était grande. En fait, c'est toujours d'ailleurs une grande maison avec 4 appartements. Et dans ces 4 appartements, c'était la maman à Elena avec ses parents qui habitaient en bas à droite, un frère à gauche, un autre frère en haut à gauche et un autre frère en haut à droite. C'était une vie comme ça. Contrairement à tout ce qu'on nous a dit quand j'étais jeune, ils étaient très heureux. Ils n'avaient pas besoin de la technologie, ils n'avaient pas besoin de ceci, de cela. S'ils avaient besoin d'un outil, ils le faisaient eux-mêmes. Ils savaient faire. Les cuillères en bois, les cuillères, il les faisait lui-même avec un couteau, et puis, vous savez, un couteau avec une lame tordue comme ça, là, pour faire le creux. Il faisait ça lui-même. Il se mettait devant la maison, puis il faisait ça. Et quand il est devenu assez vieux, où il commençait à être malade quand même, parce que je sais pas quel âge il avait, mais bon, il a eu une vie quand même assez costaud. Et ben il s'asseyait, puis il faisait des trucs comme ça. Et Elena, elle m'a toujours dit elle se mettait à côté et elle disait rien et elle regardait ce qu'il faisait. Et lui, il y a une petite anecdote assez drôle d'ailleurs. Il avait vous savez, des moustaches comme ça, pointues. Comme ça. Et Elena était intriguée par ça. Ah, et il avait la barbe comme en Russie, vous savez, c'est la barbe assez longue et qui rebique comme ça de chaque côté. Et il devait mettre du gel ou quelque chose, et Elena a toujours été intriguée. Et un jour où le grand-père refaisait les filets de pêche, en fait, il était assis, puis il faisait les filets de pêche pour que ses fils aillent à la pêche.
Elena me disait qu'elle était à côté de lui comme ça et qu'elle a instinctivement, sans vraiment le vouloir, je sais pas, elle était tellement intriguée par la barbe et la moustache de son grand-père qu'elle a approché son doigt comme ça pour toucher. Et juste avant de toucher, il s'est tourné, il a fait ram comme ça. Et elle s'en rappelle toujours, quoi. Donc voilà. Personnellement, je regrette de ne pas l'avoir connu, parce que je pense que c'était un monsieur très très bien. C'est un monsieur qui avait été adopté, parce qu'il a été abandonné à sa naissance, parce que il pense que sa mère, qui devait certainement être femme de ménage ou je ne sais pas quoi, s'est fait faire un bébé par un noble ou quelque chose, et elle a été obligée d'abandonner le bébé. Et donc ça, c'est dans les années 1800 quelque chose. Hein. Et donc, ouais, peut-être pas 1800, mais juste avant la Première Guerre mondiale, je pense. Je sais plus l'année de naissance de son grand-père. Et, euh, et pourquoi il pense ça? Parce que dans son ADN, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, c'est-à-dire dans le village. C'est-à-dire que lui, il lui fallait toujours lire un livre, il lui fallait toujours apprendre quelque chose, il lui fallait toujours s'intéresser à quelque chose. Enfin bon, il pense comme ça. Voilà. Et après tout, pourquoi pas. Voilà, donc une petite histoire de famille, très sympathique, d'un monsieur qui devait être vraiment très bien. Tous les ans, le 9 mai, il allait déposer une fleur sur le monument aux morts du cimetière d'Alatyr. Et pour ses copains qui étaient morts à la guerre, enfin, etc. Et avec Elena, on a décidé de continuer ça. Donc tous les 9 mai, on va au cimetière, on dépose une fleur, on pense à lui et à ses copains. Et voilà. Et cette année, quand j'irai, je penserai à mon copain Dimitri aussi, qui est mort, vous savez, le 15 août. Voilà. Eh ben écoutez, moi j'attends mes touristes. J'attends qu'ils arrivent. Gros souci avec YouTube. Parce que la Russie coupe de plus en plus YouTube et jusqu'à maintenant ça n'atteignait pas le téléchargement des vidéos des gens qui mettaient des vidéos sur YouTube, ça atteignait que la vue des vidéos. Mais là, mes 2 dernières vidéos, j'ai mis presque 2 jours à en télécharger une. Bon, ça télécharge quand même, mais la dernière, là, sur une des rations que je vous ai mis, là, elle a mis presque 2 jours. Voilà. Donc c'est vraiment galère. Bon, si on s'y prend à l'avance, si on fait télécharger la nuit, tout ça, bon, on va y arriver. Mais il parle de couper complètement. Il parle aussi de complètement couper. Alors ça, j'y crois pas, parce que ça serait... Les gens, ils feraient un scandale. Là ça serait un... ça détruirait beaucoup de business et tout ça. Ils veulent couper la Russie de l'Internet mondial et faire l'Internet russe. Mais non, c'est pas possible. Déjà, ils ne pourraient pas. Déjà, par exemple, la Russie a créé un ordinateur portable, là, c'est une catastrophe. Même un jeu des années 95, ça ne tourne pas. Je sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelait Doom. Ils ont fait un essai, j'ai vu un comparatif. Là. Ils ont fait un essai, ils ont mis Doom sur l'ordinateur et il tourne pas le truc. Et pourtant, c'est un machin... bon, ça n'a rien à voir avec les trucs d'aujourd'hui. Non, je pense j'espère surtout qu'ils le feront pas, que je puisse continuer à télécharger mes vidéos. Sinon, il y a des personnes qui m'ont proposé que je leur envoie puis ils les mettent en ligne. Je sais pas. Oui, peut-être. J'ai essayé de voir comment ça s'appelle? Odyssée, mais Odyssée, c'est nul. Vous voulez mettre un commentaire sur une vidéo, il faut faire 50 000 manipulations, c'est nul. Quand vous mettez Odyssée, c'est toujours les mêmes vidéos qu'on vous propose pendant des mois, donc c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt. Bref, c'est vraiment pas pratique, quoi. Voilà, j'espère que je pourrai continuer, et puis pour l'instant je continue. Voilà. Donc cette vidéo, je vais la mettre en ligne là, on va voir combien de temps elle va mettre à être téléchargée, j'espère que ça ira, parce que comme je suis à Kazan et que j'ai la box, là, et non pas mon système 4G de chez moi, on va voir.
Allez, bonne journée.